Je remets le son. Je disais donc, bonjour, aujourd'hui on est le 18 janvier 2021, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai aussi beaucoup de vidéos en retard que j'ai pas publiées, que j'avais filmées mais pas publiées, beaucoup de témoignages donc sur la fibromyalgie, et je voulais vous souhaiter d'abord une très très belle année 2021, une année 2021 où on va avancer dans la recherche sur la fibromyalgie et où on va trouver des solutions pour chacun d'entre nous qui, nous le savons, ne sont pas les mêmes parce que la fibromyalgie n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Je ne pense pas qu'il y ait une seule cause à la fibromyalgie et il n'y a pas non plus un seul remède. Je lis souvent dans les commentaires que la fibromyalgie est due à une intoxication aux métaux lourds. Je dis oui, dans certains cas, ça a été prouvé, mais pas dans tous les cas. Aujourd'hui, alors c'est où ? Je vais prendre mes notes quand même. Je souhaite réagir à la théorie de Jacques Martel. Jacques Martel qui a publié un grand livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des maladies, des malaises et maladies. Voilà, parce qu'il a une théorie pour expliquer la fibromyalgie qui enthousiasme beaucoup les fibromyalgiques et je sais pourquoi. Mais à mon avis, cette théorie est un fake, un faux. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Voilà, je sais que beaucoup parmi les fibromyalgiques se sont montrés enthousiasmés par l'explication de Jacques Martel et qui dit que c'est parce que les personnes sont trop scrupuleuses, trop perfectionnistes, qu'elles se sont mis une trop grande pression, des objectifs beaucoup trop hauts, que ça a fini par modifier leur équilibre biologique et que ça a provoqué des désordres biologiques dans leur corps qui ont été à l'origine des troubles fibromyalgiques. Donc pour lui, c'est le perfectionnisme qui a pour conséquence la fibromyalgie. Et moi, j'explique que dans mon cas personnel, et ben vous me direz si ça vous parle ou pas, mais bon, c'est le contraire. C'est la fibromyalgie qui était présente bien avant mon perfectionnisme, qui a été à l'origine de mon perfectionnisme. Voilà, ce matin, donc j'ai posté un commentaire sur la vidéo de la psychopraticienne Nathalie Balassé, donc je vous envoie la référence plus haut, qui relaie la théorie de Jacques Martel à propos de la fibromyalgie et qui conseille notamment aux personnes fibromyalgiques de moins se mettre la pression, de ne pas essayer d'être parfaite, d'être plus cool, quoi, et en disant que comme ça, leur fibromyalgie va s'arranger. Et je ne suis pas d'accord du tout. Voilà, bon, moi je suis d'accord pour reconnaître que les fibromyalgiques sont des personnes qui se mettent beaucoup de pression et qui sont souvent très perfectionnistes, ça c'est vrai, et la plupart des personnes se reconnaissent dans cette description et c'est pour ça qu'elles adhèrent à la théorie de Jacques Martel. Mais ceci, d'après moi et mon expérience personnelle, eh bien, le perfectionnisme c'est la conséquence et non la cause de la fibromyalgie. Je suis fibromyalgique depuis la petite enfance. Mais pourtant je suis devenue perfectionniste que vers 30 ans. Pourquoi ? Eh bien, physiquement, j'ai jamais été à la hauteur des autres, même quand j'étais en maternelle ou en primaire, j'ai jamais pu faire ce qu'on attendait de moi, que ce soit en performance sportive ou en endurance. Mon seul atout, en plus d'une créativité déjà très présente depuis ma toute petite enfance aussi, c'était une mémoire sur le long terme supérieure à celle de la plupart des autres enfants, qui faisait de moi une première de classe au primaire. J'étais de plus une petite fille fibromyalgique, donc je n'aimais pas spécialement bouger. Et j'aimais bien rester assise à écouter un cours ou à gribouiller sur un cahier. Moi, c'était le genre de choses qui me plaisait bien. Alors que beaucoup d'enfants sont pas trop capables de garder leur attention assez longtemps parce qu'ils ont envie de bouger. Des enfants, j'ai vu que ça avait envie de bouger, de crier, de courir. Tout un tas de choses que moi, je faisais pas du tout enfant. Parce que je me disais, mais pourquoi ils font ça ? Mais parce qu'ils ont de l'énergie à dépenser que moi, j'avais pas. Mais je ne le savais pas. Donc, j'en étais où ? J'arrivais pas à apprendre à nager. J'ai vu que mon père, il a mis des années à réussir à m'apprendre à nager. J'ai retrouvé mon journal de l'époque que ma grand-mère me faisait faire. Il me disait tout le temps, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais, mais j'y arrivais pas. J'écrivais dans le journal. Papa m'a dit que j'ai fait des progrès, mais je n'y crois pas bien. Et j'ai réussi à nager qu'à l'âge de 10 ans, alors qu'il m'avait donné des cours pendant au moins 1 an avant, quoi. D'habitude, on met pas 1 an, quand on est enfant, à apprendre à nager. J'arrivais pas à courir, à sauter comme les autres, je me fatiguais vite, je me plaignais de douleurs, j'avais des maux de ventre, j'étais pas du tout remuante, hein, comme je vous le dis. Moi j'aimais les activités soit créatrices, je me coulais Lego, faire des dessins,
des choses ou des jeux de société, mais par exemple un jeu auquel j'arrivais pas du tout, c'était l'élastique. Encore la marelle, j'y arrivais, parce que la marelle, ça demande un effort ponctuel. Pendant que les autres jouent, et ben toi tu te reposes. Mais l'élastique où il fallait faire des trucs avec les pieds là et sauter, j'arrivais pas, mais pas du tout. Puis tout ce qui était trap-trap, courir et compagnie, je me faisais attraper tout de suite, hein, j'y arrivais pas. Oui, voilà. Donc j'avais beaucoup de douleurs et de troubles fonctionnels tellement inexpliqués que les adultes me poussaient au cul, ils me disaient d'arrêter de faire ma comédie, que je voulais attirer l'attention, que c'était pour ça, que j'étais une affabulatrice. Et contre tout ce discrédit dont j'ai été victime pendant toute mon enfance, mon adolescence et même l'âge adulte, eh bien j'ai dû apprendre à savoir démontrer très solidement tout ce que j'affirmais. Et ben, qu'est-ce que ça a fait de moi? Quelqu'un qui est bon en maths. C'est pour ça que je suis devenue prof de maths. Pourquoi? Parce que en mathématiques, quand on prouve rigoureusement ce qu'on affirme, c'est ça qui paye. Par contre, dans les autres domaines de la vie, pas vraiment. Ni dans la vie relationnelle, quand on est fibromyalgique face à d'autres personnes. Moi, j'étais en grand décalage avec les autres personnes parce que les autres personnes ne comprenaient pas mes handicaps. Et moi, ne sachant pas que j'étais malade, je me croyais normale. Et en fait, je comprenais pas que les autres n'avaient pas ces handicaps-là. Par exemple, j'arrivais pas à faire comprendre que la fumée de cigarette me déclenchait tout de suite des maux de tête qui après allaient monter, et que j'allais les avoir 8 heures plus tard très fort. Bah, ça, personne ne le comprenait parce que la fumée de tabac, ça donne des maux de tête à personne, quoi. Mais sauf à ma mère. Donc moi je croyais que c'était normal d'attraper des maux de tête quand on respirait du tabac, mais en fait c'était pas normal du tout et personne ne le comprenait. Enfin bref, je suis donc devenue prof de maths. J'avais du mal quand même pour mes études, oui, parce que bon, je disais quoi? On est discrédité en tant que fibromyalgique, pourquoi? Pourquoi y a-t-il des fibrosceptiques? Pourquoi y a-t-il des médecins qui disent que c'est n'importe quoi, que c'est une maladie qu'on a dans sa tête, que ça n'existe pas? Eh bien parce que pour le moment, il n'y a aucune imagerie médicale et aucun examen biologique qui permet de prouver notre incapacité, qui permet de prouver qu'on a une maladie. À l'âge où les autres font la fête, voyagent, veillent très tard et tout, vers 18-22 ans, ben moi j'avais des terribles maux de tête, je devais me coucher tous les soirs à 21h et je devais me débrouiller pour faire l'essentiel en moins de temps que les autres. Imaginez, moi je me couche à 21h, eux ils se couchent à minuit 1h. Ben, tous les jours ils ont 4 heures de plus que moi. Et quand j'ai vieilli, ça a encore augmenté. Ce besoin de sommeil, je devais aller dormir dans la journée, je devais dormir 10 heures la nuit, etc. Donc comparé aux autres qui ont des journées complètes, qui se lèvent à 7 heures, qui se couchent à 11 heures, bah, j'avais beaucoup moins de temps pour faire la même chose. Bon, j'ai pas eu d'enfants, c'est vrai, la plupart des gens, bah voilà, ils gèrent à la fois les enfants, le travail. Bon, moi j'avais juste le travail à gérer, mais c'était déjà très dur. J'étais sur le fil. Donc bon, j'ai quand même réussi à devenir professeur de mathématiques. Et petit à petit, au bout de quelques années d'enseignement, c'est là que je suis devenue une perfectionniste que je n'étais pas avant par rapport à mes collègues. Parce que pour quelle raison? Parce que mes problèmes cognitifs étaient là. Vous savez que dans la fibromyalgie, on a des problèmes cognitifs, on est parfois dans le brouillard, le fibrofrog. Donc à cet âge-là, ça me le faisait pas trop encore le fibrofrog, c'est quelque chose que j'ai connu surtout à partir de l'âge de 40 ans. Mais par contre, bah, j'avais quand même des soucis de mémoire immédiate et j'étais pas multitâche. C'est dans le sens où quand je me concentrais sur quelque chose, bah, je pouvais pas me concentrer sur plusieurs choses à la fois, j'avais pas assez de vigilance. Donc quand je me concentrais par exemple pour donner une explication en mathématiques, je pouvais pas être vigilante sur la tenue de la classe. J'arrivais pas à faire les deux à la fois. Alors qu'est-ce que je faisais pour remédier à ça? Gérer les classes demande beaucoup d'énergie et d'attention, c'est énormément plus dur pour une personne fatiguée et souffrante comme une fibromyalgique que pour les professeurs du même âge qui, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas encore l'expérience des années d'enseignement qui les aide. L'expérience, ça aide beaucoup à tenir les classes. Mais ils ont la vitalité qu'il faut pour tenir les classes et moi, cette vitalité, je ne l'avais pas. Alors comment ils réagissent quand ils voient un professeur qui se tient la tête parce qu'il a très mal, hein, qu'ils l'aperçoivent en salle des profs, ou quand ils voient que le professeur il percute pas trop, qu'il fait la tronche parce qu'il a mal ou parce qu'il est fatigué, bah ils croient que c'est quelqu'un faible de tempérament qu'on peut chahuter et ils en profitent à fond, hein.
Et après, et les autres personnes, que ce soit les collègues, les personnels d'encadrement, les supérieurs, les parents d'élèves, ils nous prennent aussi pour une faible de caractère ou de tempérament. Alors qu'en fait, c'est physiquement qu'on est faible et c'est pas de caractère. Au contraire, de caractère, on en donne beaucoup, beaucoup plus que les autres. D'ailleurs, je vais le prouver en vous expliquant ce que j'étais obligée de faire en fait pour être au même niveau que mes collègues. Parce que moi, j'étais fibromyalgique. Alors, ça se voyait parfois que j'étais souffrante et fatiguée, ça je viens de le dire. Et bien je me débrouillais déjà pour savoir mes cours par cœur avant de rentrer en classe. Donc je les avais hyper préparés. Parfois je mettais jusqu'à 3 heures pour préparer une seule heure de cours. Alors pourquoi je mettais tant de temps pour préparer 3 heures pour préparer une heure de cours? Ça doit vous sembler complètement idiot et aberrant. Eh bien parce que déjà il fallait que je mémorise tout ce que j'allais faire aux élèves, parce que je trouvais pas toujours du premier coup, quand je faisais mes recherches, ce qui allait percuter, et parce que je faisais tous les exercices à l'avance. Mes collègues, eux, ils voient un énoncé d'exercice, ils disent oh, on va le faire ça en classe. Ils le prennent et puis ils l'ont pas essayé forcément avant de le donner à leurs élèves parce qu'ils pensent maîtriser. Mais moi je savais qu'une fois que je serais devant mes élèves, je pourrais plus me concentrer sur l'exercice, il faudrait que je me concentre sur les élèves, sur leurs questions, sur leur comportement, des choses comme ça. Et bien du coup, je préparais énormément mes cours et il arrivait qu'il y ait des cours qui soient placés à une heure compliquée où la gestion des élèves était un peu difficile et où je préparais plusieurs scénarios selon comment seraient les élèves. Là, je suis vraiment devenue perfectionniste parce que je vais préparer à l'avance. Un cours que vous faites à 8h du matin ou à 10h du matin, c'est pas le même. Vous pouvez pas faire le même cours à 5h du soir. Il faut vraiment que vous prévoyiez un type d'activité différente. Alors imaginez, moi, quand on me déplaçait une heure de cours d'une heure à l'autre, la panique dans laquelle je me mettais parce que j'avais pas préparé le bon cours. Enfin bref, j'étais très perfectionniste et pour mes sujets de contrôle, j'étais aussi très perfectionniste parce qu'on le sait, les élèves, ils se copient les uns sur les autres. Au début de ma carrière, j'avais le moyen de les mettre dans des salles de contrôle où ils étaient impartables, où ils pouvaient pas se copier. Mais plus tard, c'était devenu impossible, ils étaient deux par table et systématiquement, il y en avait qui se copiaient les uns sur les autres. Une fois, j'étais même épatée parce qu'il y avait des élèves qui étaient... Moi, j'avais un grand bureau, puis là, il y avait une table collée au mien et j'y avais mis 2 élèves dont je savais qu'il fallait que je les surveille particulièrement. Ils ont réussi, parce que moi, je faisais le... Pour une fois, j'avais pas fait le corriger à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est un sujet de bac que je leur avais donné. Je sais qu'un sujet de bac ne contient pas d'erreur. C'est une classe de terminale. Alors j'étais en train de moi-même faire le corrigé à la main et eux ils étaient en face de moi. Ils ont réussi à copier mon corrigé. Ils ont été les seuls de la classe à savoir calculer la dérivée. Alors au début, quand j'ai commencé à corriger leur copie, j'étais super contente. Je dis ouais, ils ont réussi à corriger à calculer la dérivée. Ouais, c'est que j'ai vachement bien expliqué. Oui, sauf que les meilleurs élèves de la classe n'avaient pas réussi à calculer la dérivée. Et donc j'ai eu un gros doute sérieux sur la fraude. Et je les ai envoyés chez le conseiller d'éducation. Et c'était un conseiller d'éducation, j'ai jamais vu ça aussi. Il avait le chic pour tirer les verres du nez, que ce soit des élèves ou des parents. Il a réussi à les faire avouer qu'ils avaient fraudé. Moi, j'aurais jamais réussi à les faire avouer qu'ils avaient fraudé. Ce même conseiller d'éducation, je l'ai vu une fois au téléphone. C'était une semaine avant mon accident, je m'en souviens. Une de mes élèves de terminale était venue me dire oui, c'est pas juste, moi je suis punie parce que j'étais pas au cours d'allemand, qui était tout seul un soir, alors que ces cours d'allemand, c'est pas terrible, voilà, moi je suis collée, et il y en a plein d'autres, leurs parents leur font des mots d'excuses de complaisance, et elles sont pas collées. Alors bon, je suis allée relayer l'information de cet élève au conseiller d'éducation en question, et je l'ai vu prendre le téléphone et faire avouer à la mère d'élève qu'elle signait des mots de complaisance à sa fille pour qu'elle aille pas à certains cours. Ouais, ça c'est la petite anecdote, je l'ai pas raconté ça dans mon commentaire, mais bon, je tiens à souligner quand même les capacités épatantes de ce super conseiller d'éducation qui est maintenant à la retraite. Dommage. Bon, donc voilà, quand je préparais mes sujets de contrôle, du coup je faisais un sujet A et un sujet B, sauf en classe de terminale où j'essayais de donner des sujets de bac quand même, et pour éviter qu'ils se copient dessus, et comme je les prévenais pas, que je donnais un sujet A pour ceux qui étaient à gauche, un sujet B pour ceux qui étaient à droite, et ça me permettait de voir dès le premier contrôle lesquels fraudaient ou pas. Et puis après, à partir du deuxième contrôle, je donnais des feuilles de couleur, par exemple une bleue pour le sujet B et une rose pour le sujet A.
Pour quelle raison? Ben, c'est parce qu'il y en avait qui avaient été assez malins, et je pense à quelqu'un en particulier que j'aime bien, s'était débrouillé pour échanger sa feuille avec le copain de derrière afin d'avoir la même feuille que son copain d'à côté. Et ils ont pu copier dessus en racontant que je m'étais trompée en distribuant les sujets. Donc du coup maintenant, pour plus me tromper en distribuant les sujets, ben, il y avait des feuilles de couleurs différentes pour les sujets A et pour les sujets B. Et quand je préparais ces contrôles, je ne me contentais pas de taper mon sujet A de mon sujet B et de les photocopier et de les distribuer aux élèves. Pourquoi? Parce que dans les sujets de maths, il y a très facilement des coquilles. Donc ce que je faisais, c'est que je préparais le corrigé, je le tapais, à partir de mes sujets, mais avant de donner le contrôle. Comme ça, s'il y avait des coquilles dans les sujets, je le voyais en faisant les corrigés. Après, je ramassais les copies des élèves, et par contre, je leur donnais pas le corrigé tout de suite. Pourquoi? Et bien parce que dans mes corrigés, il y avait aussi des coquilles. En maths, c'est très facile de se tromper, surtout quand on est étourdi, et surtout quand on est fibromyalgique, parce que les fibromyalgiques sont étourdis. Donc pour corriger mes corrigés, je les avais sous les yeux pendant que je corrigeais les copies des élèves, et je me rendais compte de mes coquilles dans mon corrigé en corrigeant les copies des élèves. Et après, une fois que j'avais corrigé les copies des élèves, et très souvent, un seul paquet de copies me prenait 8 heures. Et oui, je suis perfectionniste. Je sais que mes collègues corrigent beaucoup plus vite que moi. Il y en a qui corrigent plus vite que leur oncle. Oui, donc moi non, pas du tout. Je mettais en général 8 heures à corriger un paquet de 32 copies, en gros. Et je leur mettais à chacun, alors déjà je leur demandais de laisser une demi-page pour pouvoir leur mettre des conseils, des commentaires. Mon mari rigolait, il disait qu'il y avait plus de rouge que de bleu sur mes copies. C'est vrai, parce que je leur donnais beaucoup de conseils. Et aussi parce que les élèves en maths, souvent, ils écrivent des trucs qui n'ont pas de sens. Et moi, je comprends pas pourquoi ils les ont écrits. Encore une anecdote marrante. Une fois, je corrigeais les devoirs maison. Devoirs maison, c'est les devoirs que les élèves ne font pas en classe, mais qui peuvent faire à la maison. Mais je comprenais rien à ce que le gars, il avait écrit. Mais qu'est-ce qu'il a écrit, là? Mais ça veut rien dire, mais où c'est qu'il est allé chercher ça? Alors moi, ça mouline pour comprendre pourquoi l'élève a écrit ce qu'il a écrit. Et pour voir si je peux pas... ce qui est faux, ce qui est vrai, parce qu'on me dit « Oh, les maths, c'est facile à corriger, c'est soit faux ou c'est soit vrai. » Grave erreur. Le langage mathématique, c'est un langage très codifié. Et il arrive que des élèves arrivent à trouver des résultats justes, mais avec des raisonnements faux, ou avec des choses qu'ils ne savent pas expliquer. Et là, comment mettre les points? C'est un vrai casse-tête. Et j'avais très facilement les élèves ou les parents ados qui disaient « Ouais, vous avez mis un demi-point de plus à elle, et pas à elle, et tout ça. » Et moi, il fallait que je sois très perfectionniste pour pouvoir justifier ce demi-point en plus ou en moins. Donc, quand les élèves venaient me présenter « Ouais, j'ai copié sur un tel, et elle a un demi-point de plus que moi, pourquoi ?» Je fais « Bah oui, elle a mis la légende à son graphique, donc son graphique est lisible, le tien il est pas lisible, il n'y a pas de légende. » C'est QFD. Et ben là aussi, je suis en train de faire une vidéo CQFD. Tout ça pour vous dire que quand j'étais professeure de maths, je suis devenue très perfectionniste à cause de la fibromyalgie, parce que je ne pouvais pas gérer les choses sur le moment et qu'il fallait que je prépare à l'avance, que j'ai un solide bagage à l'avance. Surtout que j'ai, pendant mon travail, mes années de travail, il est arrivé que je sois victime de harcèlement moral de la part de mes supérieurs. Donc dans ce cas, il faut pouvoir présenter un argumentaire solide quand on se retrouve face à un inspecteur ou à quoi que ce soit, pour bien prouver que nous, on n'a rien à se reprocher, qu'on a bien raison, et qu'il ne faut pas donner raison à des élèves de 4e qui racontent des bêtises à notre sujet pour en fait se dédouaner du fait qu'ils se sont mal comportés. Voilà. De 4e, je dis, mais j'ai aussi eu seconde. Bien. Donc, je suis devenue très perfectionniste vers l'âge de 30 ans. À 34 ans, j'ai eu un grave accident que j'ai raconté dans cette vidéo. J'ai dû arrêter d'enseigner dans les classes depuis, mais ça m'a soulagée parce que c'était vraiment trop physique. Pour moi, trop fatigant. C'est court. Je suis restée perfectionniste. Je suis très heureuse d'être perfectionniste parce que maintenant, j'ai tout mon temps pour fournir un travail de qualité. Si je veux faire une vidéo de maths, j'y passe 3 semaines, peut-être, mais au moins, je suis sûre d'avoir mis tout ce que je voulais, tous les commentaires que je voulais, corriger le son si le son est pas bon, corriger toutes les coquilles. De temps en temps, je sais pas si vous avez remarqué sur mes vidéos de maths sur ma chaîne Cher Musel, mais même quand c'est une vidéo filmée où je fais un corrigé, il y a des erreurs et à des moments, je recolle par-dessus des trucs faux qui sont écrits, un truc juste. Ça se fait au montage vidéo ensuite. C'est très long.
C'est très très long, mais c'est parfait. Et moi, je suis contente en fait. La perfection que je cherche à atteindre, comment elle s'appelle déjà? Nathalie Balassé, elle dit que cette perfection n'est pas atteignable. Mais moi, je suis contente d'atteindre cette perfection dans mes vidéos de maths. Je dis pas qu'elles sont parfaites, hein. Elles sont pas, je veux pas dire qu'elles sont parfaites au niveau de la réalisation vidéo, mais elles sont parfaites au niveau du contenu. Et quand j'enregistre une chanson, puisque j'ai aussi la casquette d'auteur, compositeur, interprète, et ben pareil, je refais tous les passages jusqu'à ce que ça me convienne. Je corrige ce qui peut être corrigé par la technique. Et si encore je trouve que j'arrive pas à bien mixer la chanson, je l'envoie à un ingénieur du son pour qu'il me la mixe. Donc oui, moi je l'atteins, la perfection, et j'atteins aussi cet état qu'elle nous conseille, Nathalie Balassé, d'être cool. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, elle dit que les fibromyalgiques sont tristes, ne s'aiment pas, ils subissent leur vie, ils vivent pas en cohérence avec leurs besoins profonds, qui n'ont pas le goût de la vie. Moi je suis pas d'accord, je suis pas du tout comme ça. Et pourtant, ma fibromyalgie ne s'arrange pas, et au fil des années, elle s'est même empirée. Enfin, là, depuis 2 mois et demi, ça va mieux. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo parce que j'ai trouvé quelque chose. Mais jusqu'à il y a 2 mois et demi, ben là, les 2 dernières années, j'étais au fond de mon lit. Ça avait même plus viré à la fatigue chronique qu'à la fibromyalgie. J'étais plus passée versant fatigue chronique. Et là, maintenant, je redeviens fibromyalgique parce que j'ai à nouveau plus d'énergie. Je peux me lever, je suis réveillée, je suis plus somnolente. Mais en revanche, mes douleurs, elles montent en force. Et là, ben, je me bats un petit peu avec ma généraliste. Elle est très 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 bien, hein. Je ne vais pas dire, je ne fais pas un combat avec elle. Et elle est très consciencieuse aussi. Ben, pour avoir plus d'antidouleurs, notamment plus de tramadol, mais aussi plus d'antimigraineux. Et là, bon, elle a voulu que j'ai un traitement de fond parce qu'elle trouvait que je prenais trop d'antimigraineux, oui. Parce que bon, maintenant je peux bouger, mais le fait de remettre mon corps en mouvement, ben, ça fait remonter les douleurs de la fibromyalgie plus. Bon, alors le sujet de cette vidéo, c'était de dire que non, Jacques Martel, ce n'est pas le perfectionnisme des personnes qui modifient la biologie de leur corps et qui déclenchent leur fibromyalgie, mais c'est parce qu'ils sont fibromyalgiques qu'ils sont obligés de devenir perfectionnistes, parce qu'ils sont obligés de tout vérifier parce qu'ils ont des problèmes cognitifs. Et aussi parce qu'ils sont pas à la hauteur des autres personnes et que ils veulent pas être des superman ou des superwoman, ils veulent juste arriver à faire ce que font les autres parents quand ils sont parents ou arriver à faire ce que font leurs collègues quand ils travaillent. Et même ceux qui travaillent pas, ils voudraient arriver à faire leur ménage et tout ça. Ils ne se placent pas des ambitions beaucoup trop hautes, c'est pas vrai. Ils essaient juste de faire le minimum et là forcément ils ont la pression parce que leur maladie les empêche de faire le minimum. Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est que je suis pas d'accord avec cette théorie et je suis pas d'accord pour qu'elle circule. C'est pour ça que je publie cette vidéo qui la contredit. Bon bonne année 2021 à tous et j'espère à bientôt pour des nouvelles, mais c'est vrai qu'en ce moment je m'occupe surtout de ma chaîne de cours de maths et de mon site de cours de maths parce que le bac de mathématiques tombe le 15 mars cette année et les élèves et les professeurs aussi ont une pression plus. Et là comme je vais mieux depuis 2 mois et demi, eh bien je m'emploie presque 100% du temps à aider des personnes en mathématiques et à faire des documents, des exercices et des vidéos de mathématiques. Voilà. Tiens, en relisant ma vidéo, je me rends compte que j'ai laissé une coquille dedans. Je vous ai pas expliqué la chute de l'histoire de l'élève dont je comprenais pas la copie. Eh bien, j'ai découvert en fait la copie source, c'est le téléphone arabe. Les copies de devoir maison, c'est qu'il faut retrouver la copie source, celle sur laquelle on copiait les autres. Et plus il copie, plus il commet d'erreurs. Eh bien, dans la copie source, l'élève, il avait écrit à cheval sur 2 pages. L'élève qui avait écrit la copie sur laquelle avait copié le fameux élève dont je ne comprenais pas ce qu'il avait écrit. Et lui, l'élève qui en fait recopiait la copie du copain, il avait pris la copie comme ça, pliée, et il recopiait texto ce qu'il avait marqué, sans se demander si ça voulait dire quelque chose ou pas. Il n'avait même pas remarqué que le copain, il avait fini les phrases sur la deuxième moitié de la copie, quoi. Et il y en a... Non mais vous imaginez pas, quand vous n'êtes pas prof,
ce que vous pouvez avoir à corriger, des trucs qui n'ont aucun sens. Et ça ne dérange pas du tout les élèves d'écrire un véritable charabia sur leur copie. Ou alors, voilà, d'écrire des résultats, mais on ne sait pas où on doit aller pêcher les informations. C'est un casse-tête. Oui, voilà, j'avais oublié de dire ça.